il n'a pas pu. On m'a demandé de faire un témoignage pour lui. Un témoignage, mais finalement, hier soir, j'ai pensé de le contacter pour qu'il nous envoie son témoignage de Syrie. Et j'ai reçu ce témoignage à 2 heures du matin, je crois. Je l'ai traduit, c'est une traduction un peu hâtive, et je vous le lis. Témoignage Salam Ekele. Je vous salue d'Amman. Malheureusement, je n'ai pas pu venir à Paris pour être avec vous et participer à cet événement. Voici donc mon témoignage. J'ai été arrêtée, torturée, puis expulsée vers la Jordanie. Mais j'aimerais préciser que la torture que j'ai subie n'est presque rien comparée à celle d'autres détenus, particulièrement les jeunes. Cela m'a donné à voir le régime dans un état compulsif au sommet de la panique et du sadisme. J'ai été arrêtée par une nouvelle branche des renseignements aériens qui n'existait pas avant et qui se trouve sur la place des Omeyyades à Damas. Les agents de ce centre, au moment de mon arrestation, ont essayé de camoufler leur identité en me montrant des cartes de sécurité intérieure. Tout au début, ils semblaient ne vouloir exercer aucune violence contre moi, ce qui a entièrement disparu au moment de l'interrogatoire. Comme si l'agent de sécurité ne connaît que la violence pour tirer des aveux dans un interrogatoire, j'ai été passée à tabac d'une manière agressive. Les traces de coups laissés sur mes jambes étaient bien visibles, ce qui a poussé après un autre agent à penser qu'elles sont des taches de naissance. Et quand je lui ai dit qu'elles résultent des coups que j'ai reçus, il m'a demandé d'un air étonné « Où c'est arrivé ?» comme si on était dans un casino. J'ai été dans une pièce dont la surface est destinée à 20 personnes. Pourtant, il y avait 36 détenus entassés. Et c'est là que j'ai appris par les autres les horreurs de la torture à l'exception des renseignements aériens à l'aéroport de Massa. Et j'ai constaté que ce qui m'est arrivé n'était presque rien du tout face à la torture quotidienne durant des semaines par plusieurs méthodes, al-shabah, la flagellation et les coups sur le corps entier afin d'obliger le supplicié de faire un aveu inexact, confirmant le récit officiel de l'existence des groupes terroristes qui violent, tuent et volent. L'impitoyable violence est leur méthode pour transformer le récit falsifié en un récit soi-disant réel. C'est le but cherché par le pouvoir despotique pour justifier tous les massacres perpétrés contre le peuple partout en Syrie. La violence ici est plus que sauvage et tous les officiers et les agents de renseignement aérien méritent d'être comparés devant le tribunal pénal international pour avoir commis les plus ignobles arts de la violence, se concluant quelquefois par la mort, ce qui est le cas pour des centaines de morts sous la torture en Syrie. Ce qui m'est arrivé à l'hôpital 601, c'est arrivé après, pendant la détention, ce qui m'est arrivé à l'hôpital 601, hôpital militaire à Massa, était plus horrible que la torture lors de l'interrogatoire. La condition humanitaire est absente, par principe. Dans une pièce bourrée de détenus blessés, un seul lit pour 2 ou 3 personnes. Chaque individu a les pieds et les mains attachés à la tête et aux pieds du lit, les yeux bandés, son corps caché entièrement sous une couverture épaisse. Le détenu ne pourra pas aller aux toilettes.
C'est l'agent de sécurité qui décide quand le détenu doit uriner. J'ai donc uriné dans mon pantalon, comme tous les détenus qui m'ont précédé. Cela propageait une odeur excessive d'urine et de sel. Les agents de sécurité, qui d'ailleurs dormaient dans la même pièce, essayaient d'enlever cette odeur par le nettoyage quotidien de la pièce et par des vaporisateurs de différents parfums, mais en vain. Que peut ressentir une personne qui dort avec ses vêtements mouillés par l'urine et mélangés à ses sels? Que peut-elle ressentir quand elle est punie et torturée pour cela? Je l'ai fait, et j'ai été torturée d'une façon pire encore que celle de l'interrogatoire. On m'a battu violemment à 3 reprises. C'était par des coups si forts de bâton, qui ont laissé sur mon corps des hématomes dont je souffre encore jusqu'à ce jour. Les coups que j'ai reçus à 3 reprises étaient plus faciles à supporter par rapport aux coups que les autres recevaient quotidiennement, notamment un jeune qui s'appelle Louaï Youssef Al-Khatib de Arna, à côté de Damas. Il était dans un mauvais état psychologique. Il hallucinait tout le temps et recevait des coups tout le temps. Et quand par hasard il se taisait, l'agent de sécurité s'approchait de lui pour s'amuser et recommençait à le battre. À l'hôpital et dans la même pièce où j'étais, j'ai assisté à la mort de 2 jeunes. J'ai assisté également à des séances d'interrogatoire avec des détenus fraîchement arrivés. La sauvagerie était immense. Les agents de sécurité endurent sans le savoir la différence de classe par rapport à leurs hauts responsables et mènent une vie de misère. Lorsque j'ai été battue pour la 3e fois, l'un des agents m'a demandé la nature de mes revendications. Je lui ai dit que j'œuvre pour l'amélioration du niveau de vie des classes populaires, pour qu'elles puissent enfin vivre mieux par l'augmentation des salaires. J'ai été conduite dans un endroit étrange, apaisé peut-être, je ne sais pas. Je me suis retrouvé dans le vaste bureau du grand officier. Il m'a regardé avec mépris, m'a examiné de la tête aux pieds avec un dégoût ostentatoire, comme si je n'étais qu'un insecte écrasé sur le mur, ou peut-être un cadavre en décomposition. Il s'est approché de moi, m'a saisi le poignet avec tant de rudesse que j'ai senti ma peau se mettre à brûler. Tout à coup, il m'a asséné une gifle retentissante qui m'a fait tomber par terre. Il m'a craché dessus. « Tu n'es qu'une galeuse !» J'ai gardé les yeux fermés. Un bruit assourdissant résonnait dans mes oreilles. Il m'a ordonné de me lever. Je n'ai pas pu m'exécuter. Je chancelais. J'avais perdu tout l'équilibre. C'était grotesque. Une seule gifle m'avait jeté à terre. Il s'est écrié « Lève-toi !» Je n'ai pas bougé. J'ai rejeté la tête en arrière en me disant « Qu'il fasse ce qu'il veut, je ne me lèverai pas !» Mon petit couteau à cran d'arrêt se trouvait dans mon sac. S'il lui prenait l'envie de m'humilier, j'aurais vite fait de l'enfoncer dans le cœur. J'ai entendu le bruit de ses pas. Sa main s'est tendue pour m'aider à me relever. Et sans comprendre comment, je me suis retrouvé assis sur une chaise. Ma tête a cessé de balancer, il a éclaté de rire. Bel héroïsme, hein? Une seule gifle et te voilà parti. J'ai ouvert les yeux, j'avais envie de pleurer, humilié par la gifle. Mais je ne voulais pas lui montrer mes larmes, et j'ai continué à le fixer crânement. Il a passé son doigt sur ma joue. Quel dommage de frapper un visage si angélique. Il est retourné jusqu'à sa chaise et s'est lancé dans un long discours sur les liens du sang, la parenté, la famille, la trahison, le même refrain que j'entends depuis des années. Quand il a eu fini, je fixai sa main et ses doigts qui avaient dû laisser des traces sur ma joue, des traces rouges qui deviendraient bleues dans 2 jours. Le chat t'a bouffé la langue, cette langue bien pendue qu'il faudrait arracher. Et il m'a asséné une seconde gifle, moins forte que la première. Je me suis redressé en brandissant mon couteau et en lui disant que s'il continuait, je me le planterais dans le cœur, que je ne permettrais à personne d'attenter à ma dignité. Abasourdi,
Il a reculé les yeux, rivé sur mon arme. J'ai appuyé sur le bouton du cran d'arrêt et dirigé l'alarme sur mon cœur, dont j'entendais clairement les battements. Il s'est approché de moi, j'ai reculé d'un pas. « Ne m'approche pas !» Sans cligner des yeux, j'ai crié « Qu'est-ce que tu me veux ?» Nous sommes inquiets pour toi. Tu t'es laissé entraîner par des islamistes, des salafistes, et tu crois à leur thèse. Je ne crois personne. Je suis descendu dans la rue à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu de salafistes, mais j'ai bien vu comment vous brutalisiez les gens, comment vous les arrêtez et les tuez. Ce sont des salafistes. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Si tu continues à écrire ces inepties, je vais t'éliminer de la surface de la terre. Ne te gêne pas, toi et ta fille. Mon cœur a cessé de battre. Il s'est assis à son bureau. Laisse ce couteau, idiote. Nous sommes des gens honnêtes. Nous ne faisons pas de mal à quelqu'un de notre sang. Nous ne sommes pas des traîtres comme toi. Tu es la honte des Alaouites. Les Alaouites se lavent les mains de personnes telles que toi. Il a éclaté de rire. Bon, tu vas passer à la télé et nous conviendrons de ce que tu vas dire. J'ai rugi avant qu'il puisse continuer. Jamais de la vie, même si tu me tues de tes propres mains. Ma voix aiguë l'a mis hors de lui. Je lui répétais « N'en dis pas plus, je n'en ferai rien, fichez-moi la paix. C'est à toi de nous laisser en paix. Et ces articles dans le quotidien Al-Quds et Facebook et les manifestations, je suis du côté de la justice. » Il a encore une fois éclaté de rire en me regardant avec commisération. J'ai remis le couteau dans mon sac. Je savais qu'il ne me ferait pas de mal, cette fois-ci du moins. Plus tard, lorsque je commencerai à réunir les témoignages des détenus, je comprendrai que j'avais alors bénéficié d'un traitement de faveur. Son téléphone a sonné. Il est sorti. Je me sentais accablé et terrifié. Il est revenu en disant « C'est la dernière mise en garde. Désormais, tu es dans le camp de l'ennemi. » Je ne suis dans aucun camp. Je suis pour la justice. Sarcastique, il a ajouté « Je laisserai les gens te cracher au visage, même tes amis de l'opposition. Je te laisserai gigoter comme un poisson hors de l'eau avant de t'envoyer en prison. Fous le camp. » Il y en a qui étaient là plusieurs années avant moi et qui sont toujours là. Si les mineurs acquittés par le tribunal de campagne sont toujours enfermés dans ce que les policiers appellent la cellule des innocents, comment quelqu'un comme moi, oublié, abandonné, ne sachant même pas pourquoi il est là, peut-il espérer sortir de cet enfer? Le chemin qui mène à cette prison semble être à sens unique. Je les entends dire presque tous les jours « Entrer là, c'est disparaître, en sortir, c'est renaître. » Serait-ce vrai? Je n'ai jamais vu personne ressortir d'ici. Je ne sais pas quand viendra le moment de la délivrance, je n'en ai aucune idée. Je n'ai donc guère le choix. C'est soit la résignation, l'impuissance absolue, soit le suicide, qui mettrait une fin à ce supplice quotidien qui semble ne pas en avoir. Je suis plein de rage. Dans ce désert, il y a 2 ou 3 tempêtes par an, au moins le double les années de sécheresse. Des tourbillons de sable chargent l'air de poussière. Cela peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, même si le vent retombe, parce que la poussière reste suspendue dans l'atmosphère. Nous respirons la poussière. Le nez, la bouche, les yeux sont pleins de poussière. Nous nous endormons sous cette poussière qui flotte tout autour de nous, et au réveil, tous les orifices de notre tête sont bouchés par de la poudre fine. Nous buvons de la poussière, nous mangeons de la poussière. C'est avant-hier matin que le vent s'est levé. À midi, c'était déjà des tornades. La poussière a commencé à s'engouffrer par la lucarne du plafond avec des lambeaux de plastique et quantité de brins de paille, de brindilles, de bois sec, de ronces, de plantes du désert toutes desséchées. Ceux qui avaient un vêtement de rechange se sont enroulés la tête. On ne voyait plus que leurs yeux. Et soudain, le vent a jeté contre la lucarne une pleine page de journal. Elle est restée coincée entre les barreaux. Tous les regards étaient rivés au plafond.
Le vent secouait la page contre les barreaux, on l'entendait claquer. Plusieurs priaient le ciel de faire tomber le journal dans la cellule, qu'il n'aille pas s'envoler plus loin. En temps normal, le gardien apparaît toutes les 5 minutes, soit parce qu'il se penche pour regarder par la lucarne, soit parce qu'on le voit passer à côté ou qu'on voit passer son ombre. Et même quand il est loin, on entend ses pas aller et venir sur le toit de la cellule. Mais là, aucune trace du gardien. Il avait dû se réfugier dans un coin pour s'abriter du vent et de la poussière. Comme les autres, j'aimerais bien que le journal tombe à l'intérieur de la cellule. Depuis que je suis dans mon pays, je n'ai pas vu un seul mot imprimé. Nous mourrons tous d'envie de voir des lettres assemblées sur du papier, sur une page de journal. Un journal, c'est des informations, des nouvelles. Or, depuis 2 ans, depuis que le dernier prisonnier est arrivé, nous ne savons rien de ce qui se passe en dehors de ces 4 murs. J'entends Nassim qui dit « Allez, descends ». Il parle au journal. Je me tourne vers lui. Il a les yeux fixés en l'air. J'en vois qui sont dressés sur leur séant. Beaucoup sont debout. La plupart ont ôté le tissu qui leur couvrait la face. Quelques-uns sont allés se mettre spontanément sous la lucarne. Ils restent là, le cou en arrière, à regarder danser le journal entre les barreaux. Tout d'un coup, un de ceux qui sont plantés sous la lucarne, un gars de la brigade des Fedaïm, se tourne vers les autres et fait d'une voix sonore « Hé, si on faisait une pyramide ?» Plusieurs hommes sursautent en répétant « une pyramide ». L'opération ne prend pas plus de 10 secondes. 10 secondes de terreur, où nous retenons notre souffle. Plus d'un d'entre eux pourrait y laisser sa vie, mais cela se passe sans encombre. Et nous voilà avec un journal. Abou Hussein dit très vite au Fedaïn qui a descendu la page « Aux toilettes, vite, plie-la ». Quelqu'un lit, raconte aux autres ce qu'il y a comme nouvelle. Le Fedaïn se précipite dans les toilettes. Tout le monde jubile, et il y a une vraie joie. Beaucoup se donnent des poignées de main, se prennent dans les bras. Encore une victoire. Nassim me serre dans ses bras et me dit « Tu sais que le mot « lit » est le premier du Coran révélé ?» Je sais. Et toi, tu sais que les évangiles s'ouvrent avec au commencement le verbe ? Je sais. Mais en tant que cinéaste, qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu fais des grands mots comme le cinéma, dans les romans ? J'en dis que l'homme peut sacrifier sa vie pour la connaissance. C'est bien, tu es fort. Et nous rions, comme nous n'avons plus ri depuis des mois. Le contenu de la page du journal était un peu décevant. Au recto, les annonces officielles. Au verso, la page sportive, avec les détails du championnat national de football. Mais cette page souleva une tempête de discussions pour les années à venir. Comme il y avait dans la cellule des gens de toutes les provinces, ils ne furent pas longs à se constituer en groupe de supporters et à se vanter des gloires et des succès de leurs clubs respectifs. Même les annonces officielles étaient lues avec la plus grande attention. Abou Hussein désigna une personne chargée d'organiser la lecture du journal par roulement. C'était le responsable du journal, que certains surnommaient le ministre de l'Information. Il le faisait passer d'un prisonnier à l'autre et déterminait le temps de lecture imparti à chacun.